Vous êtes bien sûr dans Sport Magazine. Bonjour, bonsoir à vous, nos chers téléspectateurs de New World Info 1. Un plaisir de vous retrouver dans ce numéro où nous parlons de l'actualité de la Liga avec le débrief du derby de Madrid qui a accouché d'un nul entre le Real et l'Atlético Bernabéu samedi. Un nul qui arrange un Barça sur une lancée fulgurante en Liga vers la tête du championnat. Et puis on terminera avec les affiches des matchs allés pour le compte des barrages des huitièmes de finale de la Ligue des Champions de l'UEFA qui revient cette semaine. On s'intéressera principalement aux forces en présence dans le duel City-Real. Voilà donc pour le sommaire de cette émission. Et bien sûr, j'ai avec moi mes invités habituels, Vicente Noussoulé, notre consultant. Un plaisir de vous avoir. Un plaisir, Helmut. Salut à tous ceux qui nous suivent. Salut également à mon ami Aziz. Ah bon, vous avez vendu la mèche, Aziz Agoro. Bonjour. Helmut, bonjour et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Je vous vois très souriant, peut-être parce que la Ligue des Champions est de retour. Non, mais c'est normal que la Ligue des Champions, c'est que c'est quand même la compétition la plus prestigieuse des clubs. Donc, normal que ça puisse réjouir nous qui sommes les amateurs. Ça fasse réjouir nous qui sommes des amateurs, mais également des observateurs de ce football-là. Alors, on va commencer avec la Ligue 1. Dans ce numéro, nous évoquons la forme actuelle du Paris Saint-Germain qui a retrouvé un autre leader après le départ de Kylian Mbappé, l'attaquant français qui a rejoint le Real Madrid. Et c'est un autre attaquant français qui est aujourd'hui le leader de l'attaque du Paris Saint-Germain. Les Parisiens sont sur une série de 4 victoires consécutives, dont 2 en Ligue 1. Et vous allez voir les statistiques de Ousmane Dembélé sur les 3 derniers matchs. D'abord, il a marqué 2 buts contre Monaco. Ensuite, il a fait un triplé contre Brest, c'est à l'extérieur. Et puis, il a fait un autre triplé face à Stuttgart. Là, c'était en Ligue des Champions. Avant ce match de ce week-end qu'ils ont joué. Alors, Vicente, j'ai envie de vous poser la question là pour commencer. Est-ce que vous pensiez que Ousmane Dembélé pouvait, comme on dit souvent, porter le Paris Saint-Germain? Non, c'était impensable. C'était prévisible. Non, c'était impensable, il faut le dire, parce que il faut dire que Dembélé a été souvent critiqué pour son manque d'efficacité. C'est vrai que le joueur a des qualités, il a des dribbles chaloupés, il a tout simplement des qualités de débordement, il arrive quand même à effacer plusieurs défenseurs à la fois, mais devant le but, il est inexistant, il n'a pas vraiment cette gâchette facile là, donc il a été souvent critiqué pour ça, mais aujourd'hui Ousmane Dembélé nous montre carrément une autre face du joueur qu'il est. Il nous démontre carrément qu'il n'est pas simplement ce joueur là qui peut déborder, ce joueur là qui peut quand même malmener les défenseurs sur les ailes, mais il est également capable de porter une équipe comme le Paris Saint-Germain aujourd'hui en étant beaucoup plus efficace. Je pense même que c'est l'année la plus efficace pour Ousmane Dembélé de toute sa carrière, mais en championnat. Donc, surtout qu'il faut rappeler que ça fait quand même 14 buts sur les 9 derniers matchs. Vous l'avez dit si bien, 2 triplés contre Stuttgart et contre Brest aujourd'hui. Donc, ça démontre tout simplement le leader que le joueur est en train de devenir dans cette écurie du Paris Saint-Germain suite au départ de Kylian Mbappé, mais également suite à ce manque de leadership dont souffrait le Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, il a tout simplement la confiance de Luis Enrique qui lui a remis les clés de cette équipe-là. Maintenant, on espère que cela perdure et que cela profite vraiment au Paris Saint-Germain. Alors, la dernière fois qu'il a été aussi performant, c'était en 2015-2016 avec Rennes. C'était en Ligue 1, bien sûr, 12 buts en 26 matchs de championnat. Là, il est en train de tout simplement tout casser avec le Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, il est à 16 buts et 4 passes décisives en 19 matchs, alors qu'on n'est que à la mi-saison. On n'est qu'à la mi-saison et on peut espérer, si jamais ce dernier ne retombe pas dans ses travers habituels. Sinon, c'est un joueur qui a cette carrure-là de pouvoir porter cette équipe du Paris Saint-Germain qui est actuellement à la recherche d'un vrai leader sur le terrain et en dehors par rapport à ses qualités.
rien à dire. Mais le joueur, il n'a jamais été un buteur clinique. Mais cette Est-ce que fois-ci... ce n'est pas parce que on lui avait pas confié ce rôle? Parce que après tout, il est ailier. Et dans cette configuration, avec par exemple Kylian Mbappé, il était ailier. Mbappé était neuf. Le rôle principal pour lui, c'était bien sûr un attaquant. Mais est-ce que il n'avait pas cette responsabilité de pouvoir être le décideur du match? Est-ce qu'il n'avait pas cette responsabilité d'être le décideur du match? Je ne crois pas. Parce qu'on a connu des ailiers qui ont été, qui ont porté leurs équipes en marquant beaucoup de buts, des buts décisifs. Oui, bon, il y en a énormément. Il y en a énormément. Non. Si, il y en a énormément. Il y en a énormément. Mais à mon avis, c'était peut-être le statut pour moi, ou bien la carrure. Pour moi, aujourd'hui, le repositionnement de Ousmane Dembélé lui profite beaucoup. Parce que quand on prend aujourd'hui les deux meilleurs exemples de ce football-là, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, ils n'ont pas forcément commencé en faux neuf. Ils n'ont jamais été en neuf avant de porter, comme vous le dites, leur équipe. Mais à part ces deux-là, mais dites-moi quel nom encore a vraiment porté leur équipe sur plusieurs années. Mohamed Salah est un ailier, certes, mais il a souvent été replacé en faux neuf. Oui. Et puis, en fait, il faut reconnaître également en disent long sur les performances de Mohamed Salah, par exemple. Maintenant, aujourd'hui, Ousmane Dembélé est en train de faire quelque chose d'exceptionnel parce qu'il a été repositionné en faux neuf. S'il était... Bon, je pense que ça, c'est purement tactique. Et puis le vrai neuf, il est sur le banc, Gonzalo Ramos. Oui, bien sûr. Et je pense qu'aujourd'hui, peut-être avec l'arrivée de Kvaratskhelia, les quatre vont se redistribuer. Peut-être on ne verra plus forcément Ousmane Dembélé dans ces rôles-là. Mais je pense que, comme je l'ai déjà dit, les vraies clés ont été remises par Luis Enrique à ce joueur pour qu'il... Par rapport à son repositionnement, il faut reconnaître également que c'est tous les joueurs que nous avions connus sur le plan international qui ont été des ailiers. Il fut un temps où on s'est dit que de par le passé, un ailier est un ailier. D'où quelqu'un qui sort cette ingénierie-là de pouvoir replacer un ailier, un joueur comme Cristiano Ronaldo, vous essayez de le replacer en tant que faux neuf. Ouais. Je crois que ça a changé tout depuis quelques années. Mais dire aujourd'hui que quelque part, je crois que Vicente a raison, ça lui profite, mais Ousmane Dembélé, par rapport aux responsabilités que Luis Enrique est en train de lui confier, je crois que même si on le retourne sur le côté, il pourra encore apporter plus. Bon, après, puisque déjà avec les statistiques qui parlent en sa faveur actuellement, je crois 16 buts en 19 matchs, je crois que l'appétit vient en mangeant et le joueur... Oui, après, est-ce que ça va durer sur longtemps? Oui, mais bon, c'est en train de durer. C'est ça la vraie question. C'est la grosse interrogation. On va connaître peut-être un Ousmane Dembélé exceptionnel cette saison, certes, mais est-ce que la saison prochaine, il va répondre? Est-ce que la saison prochaine... Pourquoi vous l'attendez sur la saison? Non, parce que c'est un joueur qui nous a déjà démontré qu'il n'est pas constant, qu'il a le bon et le moins bon, qu'il peut être facilement... accablé par les blessures, son régime de vie, ce n'est pas vraiment ça, son retard à l'entraînement, ce n'est pas ça. Donc, moi, je suis un peu dubitatif sur vraiment le fait que ça dure. Mais pour cette saison, il est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Il faut le féliciter. On l'a longtemps critiqué pour son manque d'efficacité. Maintenant qu'il est efficace, on le félicite. Maintenant, la grosse question, c'est de savoir si ça sera quand même... Bon, moi, je pense que l'essentiel actuellement pour le PSG, c'est sa forme. D'accord? Après, on parlera de la saison prochaine ou de la saison prochaine. Sinon, actuellement, il est parti vraiment très bien pour porter cette équipe-là. Et avec Kvaratskhelia, la nouvelle recrue, je crois qu'ils vont former un bon magicien, ce Géorgien, l'ancien joueur de Naples qui a rejoint cet hiver la capitale française, Kvaratskhelia, qui avait entre-temps formé une paire, une jolie paire avec Victor Osimhen avant de quitter. Et il est maintenant en France, en Ligue 1. Alors, on va quitter la France, si vous voulez bien, pour rejoindre l'Espagne, parler de la Liga, le derby au sommet du championnat espagnol était sur vos chaînes Neo Sport, c'était samedi. Au Bernabéu, le Real Madrid a accueilli l'Atlético Madrid. Le match s'est soldé par un nul, un but partout.
D'abord, premier but sur penalty de Julian Alvarez en première période sur penalty, voilà, et l'égalisation est venue sur ce but de Kylian Mbappé, 1-0. Est-ce que vous avez été surpris? Non, pas surpris. Satisfait du derby. Satisfait? Non, Ah bon? parce que oui, parce que on connaît. Je suis pas d'accord. Je suis un peu déçu là. Un instant, on connaît Mais cette tu veux équipe. quel match? On connaît cette équipe-là de l'Atlético Madrid qui a fait ce qu'elle a toujours fait, mettre la pression sur les 10-15 premières minutes et après laisser l'adversaire jouer, mais le Real de cette année n'est pas le vrai Real qu'on connaît. Si on était... Après aussi, il ça faut ne reste dire que le Real a été décimé par des blessures. Hein, justement, c'est pour ça que je dis qu'on n'a pas eu grande chose. Beaucoup, donc. Le Real est en train vraiment de forcer au niveau de certains compartiments, surtout en défense. Donc là, j'ai peur pour cette équipe. Mais dire qu'on n'a pas suivi un match de qualité, non. Non, quand je parle de qualité, c'est par rapport au match antérieur entre l'Atlético Madrid et le Real Madrid. Mais par rapport aux forces en présence, vous avez assisté à quel match? À un match plus ou moins plaisant, parce que moi, je m'attendais encore à mieux. Alors, sincèrement, par rapport au fait qu'il y a ce derby de la Ligue des Champions qui s'annonce, je m'attendais à ce que le Real produise un autre niveau pour pouvoir rassurer les fans, pour pouvoir envoyer un message direct aux citizens selon lequel... Au niveau madridista, vous êtes déçu? C'est-à-dire au niveau du Real Madrid. Au niveau du Real Madrid, c'est pas grave. En gros, l'AT a joué son jeu. Et c'est le Real qui n'a pas été au niveau. C'est le Real qui n'a pas produit du jeu. Sinon, l'Atlético Madrid, ils ont fait ce qu'ils ont l'habitude de faire. Jouer, mettre la pression en quelques minutes et après, je ne dirais pas gérer, mais c'est comme ça qu'ils ont l'habitude de jouer avec Diego Simeone depuis des années. Donc, ils ont fait la même chose et le Real n'a pas su vraiment être à la hauteur, sinon si ce n'est pas sur ce dédoublement ou bien ce débordement de Rodrigo et le ballon atterrit dans les pieds de Kylian Mbappé, il n'y a pas eu grand chose. Alors, il n'y a pas eu grand chose. Je sens que vous êtes pressé de prendre la parole. Et aussi, que celui de Vicente. Il faut rappeler que au-delà de la casquette de consultant de mon cher confrère, c'est un supporter du Real Madrid. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Moi, je suis votre analyse du match. Moi, je suis toujours passionné de prendre la parole, surtout quand l'adversaire en face n'est pas de votre avis. N'est pas de mon avis. Moi, je pense que nous avons quand même assisté à un match de qualité, à un match de haut niveau. C'est vrai que, comme vous l'avez dit, les forces en présence ne sont pas forcément celles qui étaient en présence il y a 2 ou 3 années derrière. Mais l'Atlético, ils avaient quoi? Leur meilleur joueur? Non, ils ont laissé quoi? Genre Félix parti? Effectivement, l'Atlético a toujours eu son meilleur effectif face au Real. C'est rare de voir l'Atlético perdre des joueurs quand ils ont un derby contre le Real Madrid. Maintenant, du côté du Real Madrid, on sait qu'il y a beaucoup de, on va dire, de dysfonctionnement au niveau de certains joueurs. Déjà, il faut dire que psychologiquement, Modric n'était pas attendu à jouer des matchs en tant que titulaire cette saison. Il s'est retrouvé plusieurs fois titulaire parce qu'il y a eu des blessures. Ceballos, c'est un joueur qui vient dépanner également en deuxième. C'est un joueur de deuxième option, mais qui aujourd'hui, par la force des choses, est obligé de jouer en tant que titulaire. Et vous n'allez pas dire qu'il ne le mérite pas. Hein. Non, on l'a vu avec Arsenal. En fait, non, on l'a vu. Ceballos, on l'a vu jouer, mais bon. Au Real, vous savez que la hiérarchie est beaucoup plus importante. Donc, je ne vais pas dire qu'il ne mérite pas de jouer en tant que titulaire au Real Madrid. Mais est-ce que psychologiquement, il s'était dit qu'à cette saison, il va jouer plusieurs matchs titulaires? Je ne pense pas. Quand on prend cette ligne défensive là du Real Madrid, on sait que non, ce n'est pas vraiment la ligne défensive avec laquelle le Real devrait tout simplement jouer des matchs comme contre l'Atlético. Donc, je pense qu'il y a eu déjà un certain déséquilibre à ce niveau-là. Mais comme c'est le Real a joué avec son nom. Et donc, ce score de 1 but partout n'étonne pas
quand on sait qu'en deuxième mi-temps, le Real a un peu élevé le niveau du jeu pour égaliser, mais ils ont failli même gagner ce match-là, mais on sait que l'Atlético, quand ils sortent le Catenaccio, c'est compliqué de défoncer les portes de El Cholo. Donc, je pense que ça a été quand même un match alors, on arrive, on va observer la pause dans quelques instants. Okay. Mais si vous devez dire quelque chose qui vous a déçu, par exemple, dans ce match, ou bien à l'issue. Après, c'est décevant pour le Real parce que le Real se fait un peu rattraper de derrière. Vous savez, le Barça a gagné et donc le Barça se rapproche beaucoup plus. Et puis voilà, non, le quand championnat. Je dis déception en termes de choix tactiques ou bien en termes de réaction. Non, on a vu par exemple l'Atlético de Madrid qui a fait rentrer Koké, je pense, en deuxième période. Ou encore le Real Madrid qui n'a jamais fait rentrer Endrick et que Brahim Diaz n'a joué que 4-5 minutes. Bon, pour moi, il y a pas. C'est vrai qu'on sait qu'Ancelotti n'est pas ce coach-là qui est adepte des jeunes joueurs ou qui veut essayer des jeunes joueurs. Il n'a pas envie de prendre de risques. Oui, on l'a vu avec Asensio. C'est avec des critiques sur critiques qu'il a été obligé et des absences de certains défenseurs qu'il a été obligé d'utiliser Asensio comme titulaire. Donc, je sais déjà qu'Ancelotti, il a ses changements depuis la maison avant d'arriver sur le terrain. Donc, quoi qu'il se passe, il ne va rien changer. Donc, bon. Pour moi, la déception peut-être c'est que le Real a perdu 2 points, on va dire. Surtout que c'était à Bernabéu et que voilà, la victoire devait être de mise, mais malheureusement, c'était pas le cas. Oui, non seulement le Real a perdu des points, mais la victoire du Barça vient donner un peu plus de saveur à cette compétition-là. Quand on sait que au fil des journées, quand il y a 1 ou 2 points qui se partent les 2 clubs rivaux, ça donne encore plus de l'envie de regarder cette compétition. En tout cas, pour l'instant, le Real Madrid, après cette 23e journée, reste au sommet avec 50 points devant l'Atlético qui en a 49 et puis le Barça qui en a 48. On va revenir dans la deuxième partie de cette émission après le journal pour parler encore peut-être un peu plus de cette performance du Barça. Le Barça de Rafinha. Comme on le dit souvent, faites place, le Barça est de retour. On va en parler, ne zappez pas, à tout à l'heure.